In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Alors, par où commencer? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer peut-être par la projection du 14 mai 2024. C'était l'ouverture de Cannes Classique et c'était la première partie de la restauration du film Napoléon. On va commencer par ça. Ensuite, on continue un petit peu cette démarche et on dit que entre le 6 et le 21 juillet, eh bien, il y aura la projection intégrale du film Napoléon, vu par Abel Gans, je l'ai oublié de le préciser, ça a son importance, à la Cinémathèque. Toutes les informations sont dans le descriptif de la vidéo. Il y aura d'autres projections aussi ailleurs, mais ça, vous pouvez trouver les informations un peu partout. Et il y a aussi autre chose, entre les deux, il y a un livre édité chez La Table Ronde, Napoléon vu par Abel Gans, je vais le montrer, voilà. Et c'est un ouvrage collectif dans lequel on a des signatures de Costa Gavras, Frédéric Bonneau, Élodie Tamayo, etc. Et Georges Mourier, qui est là aujourd'hui, et ce qui n'est pas n'importe qui, si je peux me permettre, vous êtes déjà réalisateur, et puis surtout, et ça c'est très important parce qu'il faut le dire, vous avez été chargé de mission d'expertise et de restauration donc de Napoléon vu par Abel Gans auprès de la Cinémathèque française. Donc, c'est important. Voilà. Et, et je remercie d'abord Anne-Lucie Boniel, qui est l'attachée de service presse des éditions de La Table Ronde, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Voilà, donc Monsieur Mourier est là et ça me fait vraiment plaisir. On va prendre le temps de discuter. J'ai 50 milliards de questions à vous poser et je sais qu'il y répondra. Donc, avant, j'aimerais vous poser une simple question très godardienne. Oui. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Un petit peu exalté parce que je suis en train de voir une grande œuvre refaire sa fonction, c'est-à-dire revenir à la rencontre du public, ce qui veut dire être perçu par de nouvelles sensibilités, de nouveaux regards modernes. Et je m'aperçois que c'est vraiment une œuvre moderne au sens que elle va s'adapter à chaque époque. Donc, depuis Cannes, où la projection a eu lieu donc dans la salle de Bussy, où il y avait 1000 personnes, et ben je m'aperçois avec un réel plaisir combien le mystère Napoléon d'Abel Gans, le mystère refait sa fonction au sens de la fonction de l'œuvre, c'est-à-dire vecteur d'émotion. À la limite, pendant les projections, je regarde plus le public que le film. Comme le réalisateur. Oui. Enfin, le réalisateur, oui, c'était déjà... Comme un réalisateur, je voulais dire, comme un réalisateur lambda, un cinéaste fait souvent ça parfois quand il est dans une salle de... Oui, ça arrive. Il y a des réalisateurs, je les comprends tout à fait, qui, si jamais il y avait un trou de souris le soir de la première pour pouvoir s'y loger et éviter ça, mais ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vraiment une très grande tension. Mais là, pour le Napoléon, c'est tellement monumental, et puis c'est tellement insoupçonné aussi comme réaction, comme découverte aussi pour beaucoup, que c'est ça ma récompense. Alors, il y a un texte que vous écrivez dans cet ouvrage collectif qui s'intitule L'éternel retour d'une restauration. Et j'aimerais qu'on commence par le début. Alors, souvent, je pose une question très particulière à mes invités. Ça m'arrive souvent, cette question, de la poser. C'est si il ou elle, donc, ont une image marquante qui est souvent liée à l'enfance et qui peut-être aurait un lien aujourd'hui qui définirait le rapport qu'il ou elle entretiennent avec l'image. Dans votre texte, vous commencez par une projection qui a été très importante pour vous, c'est celle de 1983. Alors, Ouais. premièrement, est-ce que ce serait une image marquante? Alors, vous n'étiez pas enfant à ce moment-là, il faut le dire, vous étiez même beaucoup plus grand, mais donc, est-ce que ce serait une image marquante, Napoléon, finalement, ou est-ce que cette projection de 83, pour le coup, a définitivement entretenu un rapport très fort, pas forcément avec Gans, mais avec toutes les possibilités du cinéma? Alors, un rapport très fort avec toutes les possibilités du cinéma, c'est évident. Ah oui.
comme je l'ai déjà dit, le Napoléon d'Abel Gans date de presque un siècle, mais ce n'est pas un film obsolète. C'est-à-dire que ça va au-delà du fait de dire qu'il était de 20 à 30 ans en avance sur le langage cinématographique. Même encore aujourd'hui, le film, une fois restauré, est aussi une foule d'idées pour le cinéma de demain et nous fait vraiment comprendre que nous n'avons vraiment utilisé qu'une partie assez faible du potentiel de ce nouvel art qui n'a que un peu plus de 130 ans. Donc oui, c'est le choc cinématographique, c'est-à-dire non pas la chose terminée, mais d'un seul coup, une grande perspective, c'est le cas de le dire avec le triptyque, mais c'est une grande perspective émotionnelle qu'à l'époque, d'ailleurs, je n'avais ressenti qu'avec un autre film. Ça ne veut pas dire que d'autres films ne m'avaient pas ému, mais cette sensation physique, je ne l'avais ressenti que dans Apocalypse Now, par exemple, l'attaque des hélicoptères. Voilà. Ouais. Il y a la scène de la double tempête du Napoléon et il y a la scène d'attaque d'hélicoptères sur Wagner. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à Coppola quand j'ai pu le rencontrer par la suite. Et c'est drôle que vous citiez de Coppola, vu que Coppola a un lien très fort aussi avec le Napoléon de Gans. Oui, oui, ça, de toute manière, ces deux grands bonhommes ne pouvaient que se rencontrer. C'est évident. Ce sont avant tout des grands lyriques. Ils assument leur lyrisme, ils assument à la fois leurs défauts et leurs qualités, et souvent il faut tout prendre parce que vous demandez que si jamais vous faites une sorte de sélection, peut-être que vous n'allez pas aussi bien marcher lors des moments paroxystiques, comme disait Abel Gans. Donc oui, c'est tout à fait normal qu'à travers une admiration telle de deux grands bonhommes comme ça aient pu se rencontrer, et notamment l'admiration de Coppola envers Gans. Rajoutons tout de suite que, bien entendu, Coppola n'était pas le seul grand cinéaste à admirer Abel Gans. Pas mal de cinéastes japonais, aussi Mizoguchi notamment, avaient une très grande admiration pour Gans. Avant qu'on revienne encore sur la projection de 83, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez beaucoup demandé, c'est métaphorique, hein, est-ce que vous avez beaucoup demandé auprès d'Abel Gans lorsque vous avez commencé à travailler sur la restauration du film? Je comprends les mots, mais je ne comprends pas le sens de la question, parce qu'Abel Gans était décédé. Oui, oui, bien sûr, c'est pour ça que c'est métaphorique. Donc, en fait, est-ce que vous aviez, quand vous avez commencé à travailler sur la restauration, et on va en parler parce qu'il y a c'est les aventuriers de l'Arche perdue, hein, c'est Oui, c'est oui, très oui, impressionnant, hein. oui, oui, Il y a eu des moments où je me suis dit: «C'est pas possible, il exagère, c'est pas possible». Et c'est très impressionnant, mais on va en parler. Là où je voulais en venir, en fait, c'est que, est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur cette restauration, vous avez essayé de retirer tout ce que vous saviez sur lui, sur ce film, et en fait, comme un geste premier, donc ne pas demander grand-chose à Gans, être le spectateur premier d'un premier film peut-être? Alors, là, vous touchez un point assez spécifique. Comment essayer de vous répondre simplement? C'est pas évident, mais je vais essayer d'y arriver. Ma formation, elle est d'un côté scientifique et de l'autre côté musicale. C'est-à-dire que j'avais 4 ans quand on m'a mis les mains sur un clavier de piano et j'ai commencé mes premières leçons à 7 ans. Or, quand on est dans l'interprétation d'une musique, de même que c'est la même chose pour un comédien qui interprète un rôle au théâtre, s'il y a bien une première chose que l'on apprend, mais naturellement, hein, sans que quelqu'un vous en fasse la leçon, c'est que vous ne devez pas être le premier spectateur des émotions véhiculées par l'œuvre à laquelle vous vous rattachez. Ça ne veut pas dire que vous ressentez rien. Mmh. Mmh. Mais si vous êtes à un clavier de piano et que vous pleurez pendant que vous jouez votre morceau, quand vous allez vous retourner, ça n'aura pas passé la rampe. Quand vous êtes en répétition au théâtre et que d'un seul coup vous avez dans un monologue fulgurant un comédien qui fait totalement, je dis bien totalement fusion avec son rôle, ben on lui dit surtout d'abord d'aller se soigner parce que ça passe pas la rampe.
Donc, quand on est dans un état intermédiaire, quand on s'occupe d'une grande œuvre, on n'est pas dans une position confortable. On n'est pas dans une position inconfortable non plus, mais on est à la fois dans une émotion qui va essayer de rester en contact avec le potentiel de l'œuvre et en même temps d'avoir un certain recul. J'y ajoute une autre métaphore, c'est-à-dire que, mais ça m'est, paraît-il, propre, je ne sais pas. Quand je regarde un film, je peux tout à fait pleurer d'émotion en voyant tel travelling arrière, tout en me disant que le travelling est très mal calé. Le réalisateur aussi a un pied dans l'émotion et un pied dans la distance. Donc, on ne peut pas dire que l'on est le premier spectateur. Quand Orson Welles est venu à la Cinémathèque française au Palais de Chaillot en 80, je crois. Je crois que c'était en 80, au début 81. Il y avait timidement une première question, parce qu'on était tous très impressionnés par le bonhomme, bien entendu. Il y a une étudiante qui a posé comme première question: quelle a été votre plus grande joie en tant que réalisateur? Ça l'a un petit peu déconcerté, et finalement il a répondu en fait, il n'y a pas de grande joie. Il y a une succession de petites joies, mais la grande joie, elle n'est pas pour vous, elle est pour le public. Or, à mon humble niveau, que ce soit en tant que réalisateur il y a 15 ans, puisque ma filmographie s'est arrêtée au moment où la Cinémathèque française m'a appelé, ou que ce soit aujourd'hui ce que je ressens vis-à-vis de la restauration, je pense qu'Orson Welles avait tout à fait raison. C'est-à-dire que j'ai apprécié une succession de petites joies qui étaient les découvertes ou alors les résolutions des problèmes techniques, le fait de trouver un mystère, le fait de retrouver une solution, le fait de pouvoir, etc. Alors c'est une succession de petites joies, mais la grande joie, elle est pour le public de Cannes, pour le public de la scène musicale, quand il va y avoir ces grands moments. Et dès qu'on est réalisateur, il faut déjà tout de suite apprendre à goûter où est sa joie et ne pas s'attendre à ce que l'on ait une sorte d'onanisme émotionnel vis-à-vis de sa propre création, même quand on est réalisateur. On sent quand on a monté une scène et comme on dit, ça fonctionne au niveau de l'émotion. On le sent. On sait, surtout beaucoup plus souvent, quand est-ce que ça ne fonctionne pas. Bien. Mais être le premier spectateur, ce n'est pas dans le registre. Enfin, tout au moins, je ne suis pas dans cette approche. Et quand plus tard, donc d'abord au niveau de la musique, puis ensuite quand plus tard j'ai fait mes études de réalisation, quand j'ai aussi fait l'école Charles Dulin, qui est une école d'art dramatique, je ne l'ai pas faite pour devenir acteur, mais parce que je savais qu'un jour j'aurais à diriger des acteurs. Toutes ces expériences-là, jusqu'à la restauration du Napoléon d'Abelgance, n'a fait que me confirmer dans cette éthique que des personnes bien plus importantes que moi et bien plus expérimentées que moi m'avaient déjà prévenu. En 83, vous connaissiez un petit peu toute l'histoire que véhiculait le film Napoléon quand vous le découvrez? Je dois vous dire une chose, c'est que comme je l'écris dans le livre que je suis en train d'écrire sur la restauration, parce qu'en effet, le livre dont vous parlez dans la table ronde est un livre collectif. À l'intérieur, mon chapitre ne peut pas, bien entendu, exprimer l'aventure de 14 ans, mais aussi, surtout, le moment où Gans a commencé à se mettre en travers régulièrement de ma route, c'est-à-dire depuis 83. Je dois vous dire que je suis peut-être un parfait exemple de la légende de Gans, c'est-à-dire que des tas de gens ont entendu parler de ce film et ne l'avaient jamais vu. Et je ne me souviens pas pourquoi je me retrouve au Palais des Congrès en juillet 83 pour... Bon, j'avais fait connaissance de Clarisse Gans quelques mois précédents, mais non, je suis venu là non pas par hasard, mais tout simplement parce que je savais de légende, de tradition orale, que c'était un truc qu'il fallait pas louper, quoi.
Mmh. Donc, je n'étais nullement un spécialiste d'Abel Gance. J'étais en première année à ce moment-là de cinéma. Je dévorais les films, une dizaine de films par semaine. Et puis, bon, bah, j'avais entendu parler. Donc, je suis de ce point de vue-là tout à fait le spectateur lambda, peut-être pas forcément concerné par le cinéma, par sa profession ou sa cinéphilie, mais j'avais entendu parler de ce truc qui était énorme. Bon, bah alors je m'étais renseigné, alors quand est-ce que ça allait passer? Ça devait se passer d'abord un 14 juillet, puis etc. J'ai des souvenirs, des brides comme ça, mais franchement, vous dire que j'y suis allé religieusement, en m'imaginant ce que nous allions au milieu de 4000 personnes, parce que il y avait 3500 places au Palais des Congrès, mais ils avaient, ce dernier soir, ils avaient même vendu les marches. On était 4000. Et 4000 personnes qui hurlent à la fin de la projection, moi, issu de la génération où on avait cassé toutes les grandes salles, je ne savais pas ce que c'était qu'un effet salle Mmh. jusqu'à ce moment-là. Donc, euh, comme certaines fois, souvent dans certaines existences, il nous est impossible de déterminer les causes et les conséquences ou les enchaînements d'événements qui vous ont amené à un événement qui a été important dans votre vie. J'avoue être incapable de vous dire quels sont les éléments qui font que je suis dans cette salle en 1983. Ce qui est certain, c'est que ma vision, si je peux appeler ça ma vision, mon approche du langage cinématographique, du potentiel émotionnel de, du cinéma a été à jamais modifiée. Est-ce que lorsque vous avez on parlera après, juste après, vous nous expliquerez, comment vous avez croisé le chemin de la Cinémathèque ou comment la Cinémathèque a croisé votre chemin, mais ça, dans quelques minutes, on Mmh. verra bien. Mais une petite question par rapport à toujours par rapport à Abel Gance. Oui. Et peut-être ce serait même une question générale par rapport au le travail de restauration. Lorsque vous avez commencé à travailler sur la restauration avec, Mmh. avec une équipe, et ça vous en parlez aussi dans le Oui. texte, est-ce que il est est-ce que vous avez regardé d'autres films de Gans avant de vous lancer dans la restauration de Oh, Napoléon? j'avais déjà vu des films de Gans, tout simplement parce que Pardon. pragmatique. Je voulais dire, c'est ma faute. Je voulais dire, est-ce que vous avez revu les films de Gans? Parce que pour moi, il était évident que vous connaissiez Gans. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous en avez Non, revu? non, non. J'ai pas fait une cure de gansothérapie. Non, non. Non, je les connaissais parce que entre l'étudiant en cinéma de 1983 et le réalisateur encore à ce moment-là de 2007, faut pas oublier que j'avais depuis fait plusieurs travaux universitaires sur des aspects techniques de l'œuvre de Gans, que ce soit au niveau de ce qu'on appelait à cette époque-là la maîtrise ou le DEA. Et j'avais commencé une thèse sur les innovations techniques dans l'œuvre d'Abel Gans. Et puis surtout, en 2005, là, d'une dizaine d'années d'attente dans les antichambres des diffuseurs, Clarisse Gans et moi, nous avons en 2005 décidé que je réalise donc le documentaire À Mmh. l'ombre des grands chênes consacré à Abel Gans. Donc, ma connaissance des films de Gans, elle était pour ainsi dire déjà faite. J'avais lu, bien entendu, le livre qui est la seule biographie encore, on le trouve encore un peu, mais je l'avais lu, bien entendu, puis je connaissais aussi Roger Icard, c'est-à-dire qui avait écrit dès novembre 83 une biographie. Vous voyez, ça, ce n'est que mon second exemplaire, parce que le premier est totalement détruit au niveau des reliures. Hein, ok. Donc, il y avait ça, il y avait bien entendu le livre de Kevin Brownlow. Bon, bah ça, c'est celui qui a été mis sur la restauration, traduit euh, en 2012. Donc, j'avais déjà, et puis surtout, excusez-moi, j'oublie une chose, c'est que par rapport à 83, j'avais travaillé déjà depuis des années sur les archives privées d'Abel Gans conservées par Claude Lafaille, son exécuteur testamentaire dans son bureau du CNC.
de même que sur les archives de sa fille Clarisse Gans. Donc j'avais pas besoin de faire de révision. Ensuite, pendant la restauration, il y a il y a tout un fonds de documentation papier qui a été classifié par la Cinémathèque française, qui dormait dans les sous-sols d'après un dépôt, un achat en 61 et un dépôt en 65, archives auxquelles j'avais eu accès grâce à une dame merveilleuse qui était Marianne de Fleury, qui nous a quittés maintenant, mais qui n'était pas accessible aux chercheurs. Mais tout ce fonds a été trié de 2002 à 2010 par Delphine Varin à la Cinémathèque française, qui s'occupe donc de l'accès aux collections archives papier, et c'est vrai que son travail a permis la découverte de pas mal de documents, qui a perfectionné et qui a dirigé mon travail. Mais je n'ai pas revu des films de Gans, je n'ai pas relu des livres, tout simplement parce que même si je n'avais pas arrêté pendant 10 ans de réaliser mes propres documentaires ou moyens-métrages de fiction, c'était un savoir qui était régulier. Et puis j'avais surtout dans ma vie 2 grands amis qui étaient Clarisse Gans et Claude Lafaille. Donc en arrivant à Paris, j'ai été adopté par le clan Gans, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de découvrir Napoléon, j'ai rencontré Clarisse Gans. Et ce n'est qu'à la fin, d'ailleurs, c'était sur le plateau de Champs-Élysées avec Michel Drucker, et elle était la script de Dirk Sanders. Et pendant 3 semaines de répétition, je n'arrêtais pas de me marrer avec Clarisse, la script. Ce n'est que le soir du direct, le samedi soir, bloqué en régie, que j'ai vu qu'elle portait le nom de Gans. Donc ensuite, ça a été Claude Lafaille, qui malheureusement nous a quittés en avril dernier, et qui a été celui qui m'a donné accès à toutes les archives privées de Gans qu'il avait sauvées lors du décès d'Abel Gans. Donc avant que je sois en contact avec l'œuvre, et c'est un petit peu ça qui m'a protégé, j'étais avant tout en contact avec des amis. Et je pense aussi notamment à une femme dont on parle jamais dans l'entourage de Gans, qui est Dagmar Bolin. Dagmar Bolin, qui avait été assistante de Gans sur 14 de ses films, dont 4 non réalisés, et qui faisait elle aussi partie de la famille Gans, pour ainsi dire. Ces 3 personnes-là ont été des vecteurs humains qui m'ont protégé d'avoir à travailler sur une matière inerte. Pourquoi la Cinémathèque vient vous contacte en 2007? Vous pensez que vous allez rester quelques mois et finalement vous êtes resté un peu plus. Qu'est-ce qui fait que la Cinémathèque vient vous voir? Alors d'abord, il y avait des personnes à la Cinémathèque que je connaissais déjà à ce moment-là, depuis au moins presque 2007, 97, 20 ans. C'est-à-dire que dès que j'ai connu Claude Lafaille qui était au CNC, m'a mis en contact avec Marianne de Fleury, qui elle s'occupait des collections non-films de la Cinémathèque française, et il m'a fait connaître aussi Noël Giré, qui était détaché auprès de la Cinémathèque française et qui ensuite sera au département art du spectacle de la BNF. Donc, tous ces gens-là me connaissaient, si vous préférez. Surtout, comme quoi la vie a plus d'imagination que nous, quand j'ai fait la présentation aux Invalides de À l'ombre des grands chênes, un 25 octobre 2005, c'est-à-dire le jour anniversaire de Gans, dans l'amphithéâtre Austerlitz, s'il vous plaît. Ce documentaire, c'était une manière de refermer pour moi une période et remercier tous les gens qui m'avaient tant apporté dans l'entourage de Gans. Je ne savais pas que 2 ans plus tard, quand allait se poser la problématique, mais quelle est la version de référence à donner en cas de demande extérieure pour le Napoléon, les gens de la Cinémathèque française me connaissaient déjà depuis une 20aine d'années. Facile. Donc,
je pense que le choix s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. C'est remonté à des personnes que je ne connaissais pas encore à ce moment-là, qui étaient Laurent Manoni, directeur technique du patrimoine, et puis ensuite Joël Der, qui a été le directeur du patrimoine, film donc, Laurent Manoni s'occupant de la collection appareil, mais je connaissais les gens de la Cinémathèque, et donc je suppose que en retour de cela, la Cinémathèque me connaissait. Donc, quand ils ont eu besoin d'avoir un spécialiste, entre parenthèses, d'Abel Gans, ils ont dit, bon, voilà, demandons à Georges Mourier. Ça ne prendra que 3 mois. Mais qu'est-ce qu'il vous demande exactement, précisément? Alors, il me demande, au début, et on ne s'est pas levé un matin en disant, on va restaurer Napoléon d'Abel Gans. On s'est levé, enfin, ils se sont levés devant une problématique. C'est-à-dire que en 2007, il y a une nouvelle conservatrice, directrice des collections qui arrive, qui s'appelle Camille Bulovelens. Et face à certaines demandes à l'étranger, notamment voulant projeter le Napoléon, ok, très bien, elle s'aperçoit que dans ses stocks, plus personne vraiment n'y comprend grand-chose. Il faut dire qu'il n'y avait guère que Bambi Ballard, mais c'était autre chose. Et que, bref, elle ne sait pas quelle est la version de référence. Donc, il faudrait faire un travail d'inventaire. On va dire ça comme ça. Et donc, elle s'est retournée vers sa direction, en l'occurrence, donc Laurent Manoni et aussi Serge Toubiana, pour leur dire, écoutez, 2 choses l'une, soit je m'occupe du cas Napoléon et dans ces cas-là, je ne peux pas assurer mes fonctions de conservatrice, ou alors on nomme quelqu'un. Voilà. Donc, au début, ça devait être un inventaire expertise pour choisir parmi les plus de 22 versions différentes qui existaient du film à ce moment-là répertoriées. Il y en a eu encore d'autres après, pour savoir quelle était la version de référence. Et puis, au fur et à mesure, ça a glissé. C'est-à-dire que, ensuite, là, on rentre dans le processus que d'inventaire, c'est devenu une expertise, d'expertise. On a fait des découvertes, on a trouvé des boîtes, on a trouvé le mystère du film, c'est-à-dire qu'il y avait une erreur qui s'était faite malgré eux chez tous mes illustres prédécesseurs, puisque le film avait déjà été restauré par 5 fois dans le passé. Ça nous a amené aux alentours de 2012, grosso modo 2012-2013, où il a fallu se résigner, pour ainsi dire, à répondre à la question, quelle est la version de référence que l'on peut donner? Aucune. Donc ça veut dire que il faut en faire une nouvelle, et nous ne pouvions capitaliser, enfin je vous expliquerai ça peut-être plus tard dans l'interview, nous ne pouvions capitaliser sur aucune des restaurations précédentes. Alors, je me permets quelques secondes, j'en suis désolé. Je vais fermer la fenêtre de la pièce parce qu'il y a des travaux qui viennent d'arriver subitement. C'est pareil dans mon immeuble, vous avez de la chance. Voilà, donc je ferme tout de suite et j'arrive, je vous en prie, désolé. Voilà, je vais quand même noter 27 minutes 50 pour faire le petit montage. Ok, je vérifie si c'est toujours le bon micro. Et c'est toujours le bon micro, super. Avant d'aller encore beaucoup plus loin dans ce travail donc, de restauration, est-ce que vous pouvez nous rappeler, vous le faites dans votre texte, qui est dans l'ouvrage collectif, est-ce que vous pouvez nous rappeler les précédentes projections qui ont lieu, dont la première? Parce qu'il y a celle d'opéra et celle de... Et j'ai un petit trou de mémoire, et Apollo. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les précédentes projections et on pourra comme ça comprendre ce qui fait qu'à un moment, il a fallu travailler à la restauration du film. Oui. Alors, le film a d'abord sa première à l'Opéra de Paris le 7 avril 1927, et c'est pour ça qu'on l'appelle la version opéra. C'est une version courte qui dure aux environs de 4 heures. On va dire ça comme ça. Il y a 10 projections. Ce n'est pas une exploitation régulière. Il y a 10 projections à l'Opéra de Paris. Ensuite, un mois plus tard, début mai, en 2 soirées, ou en 2 journées plus exactement, et 2 fois de suite, est projetée une grande version, on va dire que c'est une projection test, une grande version qui dure 9h30 et qui est présentée d'abord
aux journalistes, et puis ensuite aux journalistes et critiques, et puis ensuite aux exploitants. Donc il y a une double projection, si vous préférez. Mais cette version Apollo ne sera jamais exploitée, c'est une version test, à partir de laquelle Gans va ensuite réduire son film de 9h30 à 7h. Ça va donner la grande version, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et c'est celle-là que j'ai restaurée pour la Cinémathèque française. Ça, c'est, on va dire, à l'origine. Ensuite, comme le film sort fin 27 et que, à cause de l'arrivée du parlant, il est démonétisé assez rapidement. Sa carrière cinématographique ne dure pas 10 ans, comme par exemple La Roue, qui était encore projetée en 32, etc., mais va être uniquement sur quelques années. Gans rachète le négatif du film et en 1935 va sortir une première version sonorisée qui va s'appeler Napoléon Bonaparte. Je dis tout de suite que le Napoléon Bonaparte, c'est pas les images de 27 avec de la post-synchro. C'est carrément un nouveau film où des gens se souviennent de l'épopée napoléonienne et dans les flashbacks, il y a les images de 1927. Le film ne dure que 2h20. Ensuite, toujours relatif à Gans, en 71, sortira Bonaparte et la Révolution, qui est la seconde version sonore du Napoléon, qui là aussi produite par Lelouch, qui là aussi est comment dire, est aussi un nouveau film, c'est-à-dire que il va faire comme en 1935, c'est-à-dire qu'il va à nouveau, je parle de Gans, tourner de nouvelles scènes, faire un nouveau montage, mettre une voix off, bref, ça n'a rien d'une restauration patrimoniale et c'est normal parce qu'il ne faut pas faire d'anachronisme, on n'est pas du tout dans cette optique-là à cette époque-là. Et puis qui aurait eu le culot de dire au réalisateur lui-même, excusez-moi, mais vous êtes en train de cisailler votre chef-d'œuvre originel. Ça, c'est pour les versions faites par Gans. Donc vous voyez, il a déjà beaucoup souffert par son créateur. Ensuite sont arrivées les restaurations. Il y en a eu 5. La première, bien entendu, c'est celle de la Cinémathèque française à travers Henri Langlois et Marie Hamstein entre 1953 et 1959, revue en 1965 et qui a été d'ailleurs projetée, une des premières projections, c'est au Festival de Venise en 1953, déjà avec les triptyques de l'Armée d'Italie. Cette version, on n'en connaît pas vraiment la durée. Je sais qu'elle faisait 19 bobines. Ensuite, il y a la première restauration de Kevin Brownlow, qui va de 67 à 82, on va dire, grosso modo, ou de 67 à 79. Cette restauration fait 4h50. Elle va être projetée d'ailleurs pour la première fois au Festival de Telluride en 79, en présence de Gans d'ailleurs, qui a fait le voyage. Il a alors presque 90 ans. Puis ensuite, la Cinémathèque française ouvrant enfin ses collections à Kevin Brownlow, découvrant de tels matériaux nouveaux qu'il est obligé de faire une deuxième restauration. Donc, en 1983 a lieu la restauration que j'ai donc découverte au Palais des Congrès. On est bien d'accord, on suit toujours. C'est la deuxième restauration de Kevin Brownlow, mais c'est la troisième restauration du film. Ensuite, j'oubliais aussi une personne que j'ai connue aussi, qui s'est occupée pendant 10 ans de l'œuvre de Gans, c'est Bambi Ballard, et avec laquelle j'ai travaillé dès la fin des années 80. Et Bambi Ballard a découvert de nouveaux matériaux, dont notamment la fameuse et légendaire copie corse qui nous a été aussi reprêtée pour cette nouvelle restauration. Et elle a découvert cette copie corse en 87. Mais surtout, avec ces nouveaux éléments, elle va convaincre la Cinémathèque de faire une nouvelle restauration qui va être celle qui va être projetée en 92 sous l'Arche de la Défense et qui est donc la seule restauration de Bambi Ballard, mais la 4e restauration du film. Enfin, en 2000, Kevin Brownlow, avec les nouveaux éléments trouvés par Bambi Ballard, va faire une 3e et dernière restauration qui sera présentée notamment en 2000 à Londres. Ça, ce sont les 5 restaurations qui étaient toutes argentiques. Voilà le panorama, si vous préférez, que je peux vous faire rapidement. Et juste dire qu'en 92, je me souviens très bien parce qu'à la Défense, ils avaient fait une installation où j'avais pas assisté à la projection, mais ils avaient fait une installation où ils mettaient des extraits et je me souviens très bien parce que j'avais vu ça. J'ai des souvenirs comme ça, ça m'avait intrigué. Bambi avait fait monter le plus grand écran du monde
On Ouais. avait comme obligation par la préfecture qu'en cas de grand vent, l'écran puisse être replié en moins de 12 ou 13 minutes. C'est une installation énorme. Comment dire? Ah, Quand on lit, le texte, que vous écrivez dans cet ouvrage collectif, j'en ai un peu parlé, on est, vraiment impressionné par le nombre de rebondissements, oui. dans cette, dans ce, dans tout ce long travail de restauration. Mmh. Alors je vais pas vous demander est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté, non, ça, tout ça, ça c'est pas c'est enfin, je veux dire, c'est pour j'imagine, mais peu importe. Mmh. Non, c'est que, lorsque, quel a été le moment où, enfin, comment vous vous sentiez quand vous vous êtes aperçu que, finalement, ça allait durer un peu plus longtemps que prévu et peut-être même que ça allait durer très, très longtemps, non pas sans fin, mais que vous teniez quelque chose? Alors, hem, plus exactement, ce dont je peux vous parler, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, ici. Là, j'ai un ordinateur, puis j'en ai un autre qui est ici. Ça s'est passé ici, c'est, une nuit de d'août 2010. C'est quand je me suis aperçu qu'il y avait, eu 2 négatifs originel. Mmh. Jusque-là, il y avait rien d'étonnant. On pratiquait plus l'établissement de plusieurs négatifs pour éviter qu'ils ne s'usent, trop vite selon le tirage des copies. Mais c'est quand je me suis aperçu que les 2 négatifs originaux n'étaient pas équivalents, c'est-à-dire avaient chacun des choix dramaturgiques, des choix artistiques différents et que, cela voulait dire que tous mes illustres prédécesseurs avaient en toute bonne foi, dans leur restauration, mélangé les 2 négatifs. Donc ça voulait dire qu'on était, il était impossible de capitaliser sur la dernière restauration, c'est-à-dire celle de Kevin Brownlow de 2000 et que, si on se relançait dans une restauration, eh bien, il fallait tout reprendre à zéro. Donc à la fois, ça a été un moment que j'ai vécu ici, où je vous parle, dans cette pièce, d'une grande exaltation, mais en même temps, le sol s'est dérobé sous nos pas, quoi. Parce que d'un seul coup, on se lançait dans un truc, pour reprendre le terme de Frédéric Bonneau, dans un truc qui était très difficilement quantifiable, très difficilement estimable parce que très très tôt, par exemple, dès les premières boîtes que j'ouvre avec Laure Marchot qui a été mon assistante monteuse pendant 14 ans, c'est extraordinaire. On ne s'est jamais engueulé ni quoi que ce soit, c'est superbe. Alors que certaines fois, avec un technicien, on l'a pendant 8 semaines et ça se passe mal. Laure a été extraordinaire auprès de moi. Elle avait travaillé avec Bambi Ballard en 92 déjà sur le Napoléon. Dès que j'ai ouvert les premières boîtes du Napoléon, moi en tant que réalisateur, vous savez, c'est comme un joueur d'échecs, malgré soi, on prépare plusieurs coups à l'avance. Et je vois déjà la complexité du fond, et je sais déjà à ce moment-là que si jamais ce travail nous amène à une restauration, les outils mécaniques et numériques pour s'adapter au cas Napoléon n'existent pas encore. Voilà. Et comment vous avez compris ça? Et quel genre d'outils, auquel vous pensiez? Alors, là, on va rentrer un petit peu dans la technique, c'est-à-dire que je m'aperçois qu'il y a bref, si vous préférez, très, très vite, je sais qu'il me faut un scan spécial en haute résolution de 4K Mmh. et surtout qui puisse me scanner du bord à bord de la pellicule, c'est-à-dire en me conservant les informations qui existent dans ce que l'on appelle les manchettes. C'est-à-dire que les monteuses négatives, dans la portion de pellicule qui se trouve entre le bord de la pellicule et les perfos, qui donc ne sont pas projetées puisqu'elles ne font pas partie de l'image, eh bien les informations le long des manchettes, là, elles mettaient les numéros des plans ou certaines indications au niveau des teintages. Donc, quand D'accord. on se retrouvait avec une copie ou un tirage qui avait conservé ces informations, c'était très important. Donc, il me fallait un scan qui aille de bord à bord. Ensuite, les éléments étaient d'une telle disparité
parce que les négatifs ont disparu. Les négatifs ont disparu, grosso modo, pendant la confection du Napoléon Bonaparte en 1935, d'une manière un petit peu mystérieuse. Donc, on ne pouvait reconstruire qu'à partir d'éléments de post-prod, c'est-à-dire des positifs d'époque, des copies d'époque, ou alors des contre-types négatifs, donc pris à partir de copies d'époque. Donc tous ces éléments-là étaient de plusieurs générations, de plusieurs textures différentes, avec des anamorphoses différentes. C'était pas les mêmes tireuses, c'était pas les mêmes bains. On risquait d'avoir un film Frankenstein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire en voyant toutes les coutures, et surtout avec beaucoup d'abrasures, beaucoup de choses abîmées. Et dans ces cas-là, ça voulait dire qu'il me fallait aussi un scan qui soit, comme on dit, en immersion. C'est-à-dire qu'au moment où vous scannez l'image, la pellicule baigne dans un bain de perchloréthylène. L'avantage du perchloréthylène, c'est de rentrer dans les petites fissures, les petites abrasures, les petites griffures, pas les atteintes de l'émulsion, hein, mais vraiment toutes ces cochonneries qui sont un petit peu partout. Et puis comme il a exactement le même indice de réfraction que la pellicule, il se glisse dans ces petites fentes et le temps de le scanner, il prend son selfie et c'est gommé. Et puis ensuite, la pellicule ressort du bain et elle est pas réparée, hein, mais l'image que vous avez eue a déjà été presque à 50% réparée par ce qu'on appelle l'immersion. Or, à ce moment-là, en 2008, un scan qui fait bord à bord en 4K et en totale immersion et non pas en fenêtre humide, ça n'existe pas. Par contre, je sais que ça n'existe pas encore, c'est-à-dire que je sais que depuis quelques années, au CNC et puis ensuite chez Eclair, grâce à un monsieur qui s'appelait Christian Comte, on est en train de mettre au point un scan fait pour l'archive et qui va s'appeler le NitroScan et qui, à ce jour, reste en exemplaire unique au laboratoire Eclair, place de Clichy, et qui est l'appareil qui a réussi à me donner la plus grande richesse de signal originel, quels que soient les originaux que j'allais prendre, ok, et puis donner une matière suffisante pour qu'ensuite les grands techniciens pour travailler sur chaque image allaient pouvoir homogénéiser les textures. Ensuite, les outils numériques n'existaient pour ainsi dire vraiment pas. Il a fallu créer les outils numériques, on va dire, ça s'appelle les LUT, Lookup Table, c'est-à-dire les tables de correspondance pour les couleurs. Il a fallu les créer. Donc, pendant une durée de 3 ans, il y a 3 ingénieurs R&D de chez Pathé Cinéma qui ont travaillé, Nel Sizami, Lucas Boubel, Rémi Achard, qui ont travaillé pour essayer de me retrouver les teintages très particuliers de ces pellicules orthochromatiques d'époque, tout en me respectant la très grande richesse de chartes de gris. Alors, elle n'existait pas. Le Napoléon que vous voyez, le Napoléon que certains ont pu voir à Cannes, a été fait avec des luttes colorimétriques qui ont été spécialement créées pour le cas Napoléon. Il y a d'autres, bien entendu, éléments, mais bref, le cas Napoléon, de toute manière, en tant que restauration, n'était en rien industrialisable. Il existait déjà des restaurations avant le cas du Napoléon, mais le cas du Napoléon ne pouvait pas se faire à nos techniques. Il fallait que nos techniques se fassent au cas Napoléon. Il a fallu faire du cousu main, image par image. J'ai l'habitude de dire, vous savez, un petit peu comme la robe de Marilyn qu'on cousait sur son corps directement, parce que ce n'était pas industrialisable. Donc, dès 2008, je sais, peu ou prou, que si jamais ça se décide vite, on va caler. On va caler parce que la technique ne pourra pas suivre. Et les premiers problèmes de technique vont commencer à se résoudre au cours de 2011. Parce que le NitroScan va devenir opérationnel. Mais d'autres problèmes techniques ne s'étaient pas encore résolus, comme notamment ce que nous appelons le cadençage. Excusez-moi, puisque le film a été tourné à 18-20 images par seconde, grosso modo, et nous projetons aujourd'hui à 24 images par seconde. Donc, comment faire en sorte d'adapter sans faire des doublons d'images qui vont saccader les mouvements? Et là, heureusement, le temps a joué pour nous. En 2015, quand je suis allé aux États-Unis la première fois,
les problèmes de cadençage n'étaient pas encore résolus. Puis ensuite, il y avait des problèmes de stroboscopisme, c'est-à-dire que quand vous aviez quelqu'un qui passait de droite à gauche, vous aviez du stroboscopisme dans les DCP. Ça n'a été résolu vraiment que vers 2017, vers 2018. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble qui fait que au fur et à mesure que j'ouvre les boîtes et que malgré moi, je me projette quand même dans l'éventualité technique, je me dis, mais l'artillerie n'existe pas, quoi. Et en parallèle, vous allez récupérer des bobines ailleurs, dans d'autres cinémathèques. Bien entendu, bien entendu. Alors sur ce point-là, il y a bien entendu tout un travail, certes d'inventaire, mais aussi de recherche. D'abord, pour vous dire qu'en 2008, moi je devais, avec Laure Marchot, faire l'inventaire uniquement du fonds Napoléon de la Cinémathèque française, c'est-à-dire 300 boîtes, déjà. Bon. Mais au bout d'un moment, ce qu'on appelait à cette époque-là les archives françaises du film, qui sont les collections films du CNC, sont venus un petit peu tirer la manche en disant si vous pouviez aussi faire l'expertise de notre fonds, parce que nous non plus, on n'y comprend rien. Et puis, 2 semaines environ avant la remise de mon rapport d'expertise, en mars 2009, c'est là qu'on a coup sur coup trouvé d'abord un lot de 179 boîtes qui n'avaient jamais été ouvertes depuis 1971, la dernière version donc faite par Gans. Et derrière ce premier lot, il y avait une double détente, c'est-à-dire qu'on a retrouvé un lot de 203 boîtes qui avaient été cachées à Toulouse. Tout ça grâce à la protection de Claude Lafaye qui se refusait toujours à ce que l'on ne détruise strictement rien. Et heureusement qu'il a eu ce réflexe. Ensuite, il fallait chercher à travers le monde entier quels étaient les éléments subsistants. Alors, bien entendu, nous avons fait un appel à la FIAF étant la Fédération internationale des archives du film, mais Claude Lafaye m'avait déjà remis en son temps un inventaire mondial qu'il avait fait de l'œuvre de Gans avec Abel Gans lui-même en 1976. Et ensuite, moi, en 1989, centenaire d'Abel Gans, avec Clarisse Gans, j'avais réalisé avec elle un second inventaire mondial de l'œuvre de Gans. Donc, je savais un petit peu où étaient les choses et la grande difficulté, ça a été d'abord d'avoir un comportement très diplomatique vis-à-vis de conservateurs, parce que c'est assez gênant d'arriver devant un conservateur en leur disant je sais déjà que vous avez ça dans votre fonds, mais vous ne le savez pas. Donnez-le moi. Bien entendu. Et puis ensuite, l'autre grande difficulté, c'est parce qu'en un premier temps, on m'a envoyé des DVD de captation de ces pellicules qui étaient soit au Danemark, soit à New York, soit à Belgrade, etc. Mais ensuite, il a fallu certaines fois aller expertiser sur place certains éléments, comme on a fait d'ailleurs pour la copie de Belgrade, mais aussi ensuite organiser le prêt physique de toutes ces copies, afin que l'on puisse à ce moment-là se lancer dans l'expertise matérielle de ces copies et réunir au Fort de Saint-Cyr, là où on travaillait pour la Cinémathèque française, réunir le trésor Napoléon. Donc, et ça a pris des années. On a même commencé la restauration du Napoléon sans avoir encore tous les éléments qui étaient encore en transit, puisque les éléments étant la plupart du temps en nitrate, donc en support inflammable et hautement dangereux, ça s'envoyait pas par une lettre à la poste. Est-ce que pour ceux qui seraient, quand vous parlez quand vous dites faire l'expertise, c'est quoi exactement faire l'expertise? Comment ça se fait? Alors déjà, on prend la boîte. On prend la boîte, on voit ce qui est marqué sur l'étiquette. Bien. Ensuite, on ouvre. Et là, d'abord, la première étape, c'est certaines fois de tomber sur ce que Laure Marchot et moi, nous appelions des boucheries sans eau. C'est-à-dire que sur l'étiquette, il y a marqué Napoléon d'Abel Gans. Et puis à l'intérieur, c'est un Napoléon, mais c'est dommage, c'est un Napoléon produit par Pathé en 1909. Donc, non, erreur, donc, clac, voilà. Ou alors, il y a marqué Napoléon 1927, et puis à l'intérieur, c'est le Napoléon Bonaparte de 35.
Ok. Alors déjà, c'est regarder, c'est ce qui est marqué dans le répertoire, dans la base de données qui à cette époque-là s'appelait Lise et qui aujourd'hui s'appelle Garance, de savoir si les référencements de titres sont bien corrects par rapport au contenu. Pour vous donner une petite idée, ce n'est pas du tout jeter la pierre aux documentalistes, mais comme il y avait quand même, c'était un grand capharnaüm, orchestré lui-même certaines fois par Gans, il est normal que sur des dizaines d'années, les gens s'y soient pas retrouvés. Donc, il y a eu plus de 80% de modifications dans la base de données de Lise après expertise. Donc, une fois que vous avez ouvert, vous regardez d'abord sur les amorces ce qu'il y a de marqué. C'est comme ça que l'on sait que tel contre-type a été tiré tel jour de 1953. Ça, c'est fait par Marie Epstein à partir d'une copie positive que, visiblement, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a dû s'autodétruire. Bien. Ensuite, vous vérifiez les collures, vous vérifiez l'état du film et, si cela le permet, vous le passez sur la table de montage une fois. Et en même temps, nous, on le filme. Donc, ça devient tout de suite un fichier dématérialisé sur mon ordinateur, tandis qu'ensuite, mon assistante monteuse, c'est-à-dire Laure Marchot, va mettre la galette, enfin la bobine, sur un enrouleur, et ensuite elle va faire défiler et regarder à la loupe. La nuque de Laure Marchot devrait être classée d'utilité publique. Elle va regarder à chaque changement de plan dans les manchettes quelles sont les informations qui ont subsisté du montage originel. Et donc, moi, ensuite, au fur et à mesure qu'elle me dicte ça, je les rentre en incruste dans les images en basse définition, dégoûtantes, quoi, enfin, très mauvaise qualité, mais qui sont des images témoins de la salle. Et là, à partir de ce moment-là, on va avoir le relevé de ce que c'est. Ensuite, ça va nous permettre de savoir, par exemple, à partir de quel élément cet élément a été tiré. Et donc de reconstituer la chaîne de conservation de l'élément. Et ensuite, de s'apercevoir quel outrage il a reçu et éventuellement à quel moment de quelle restauration il est issu. L'expertise permet, quand on le peut, de répondre à la question fondamentale par rapport aux 5 restaurations précédentes, qui a fait quoi et à partir de quel élément. Voilà. Et l'expertise, au début, c'est quelque chose qui part dans tous les sens. L'expertise, c'est pour ça que j'ai amené ici, mais je vous ai amené que les 2 premiers tomes. Hein. Vous voyez, ça c'est le premier tome. L'expertise, on l'a fait d'abord par support, c'est-à-dire on commence par les négatifs nitrates, ensuite les positifs nitrates subsistants, ensuite les contre-types nitrates, c'est-à-dire les négatifs tirés à partir des positifs d'époque, ensuite on fait les contre-types triacétates qui ont été tirés plus tard quand ça a été sécurisé, ensuite on fait ce qu'on appelle les marrons, c'est-à-dire les positifs grains fins tirés à partir des contre-types, bref, on suit la géologie de la fabrication. Et donc, si je peux vous montrer quelque chose, par exemple, voilà, vous avez, ça c'est 2 pages. Je vais mettre en gros plan, comme ça on voit bien. Voilà. Oui, super. Vous voyez, alors ça, voilà, vous voyez, alors j'essaye de mettre, voilà. Oui, vous voyez, ça c'est le titre, les références, les numéros, comment ça a été mis, etc. Est-ce que ça fait partie, qu'est-ce qu'il y a comme scène à l'intérieur, quel est le descriptif à l'intérieur, quelles sont les images remarquables qui sont à capter, et en même temps, et en même temps, vous avez, excusez-moi, j'essaye, voilà, et en même temps, vous avez quelles sont les scènes qui sont dans cet élément. Donc, à partir de là, vous avez, je ne vais pas dire qu'on a réécrit la Bible, mais il fallait absolument repartir d'un élément écrit. Alors ça, c'est un des 4 tomes que j'ai remis en 2009. Voilà. À la Cinémathèque. À la Cinémathèque. Et à ce moment-là, enfin, voilà pour ce qui est de répondre
à votre Ouais. question de qu'est-ce que c'est qu'une expertise. Parce que l'expertise n'est pas encore la reconstruction. Et La la re reconstruction s'est faite après 2010? Bien sûr, une fois que Mmh. j'ai découvert qu'il fallait tout reprendre au début parce que nous étions à ce moment-là en mesure de reconnaître si tel plan venait du négatif Opéra ou tel plan venait du négatif Apollo. Et donc à partir de ce moment-là, il a fallu pratiquer la voiture balai pour chaque séquence. Nous avons subdivisé le Napoléon arbitrairement en 25 séquences de travail. Et pour chaque séquence, j'ouvrais tous les QuickTime de tous les éléments expertisés depuis des années qui contenaient cette scène. Et puis ensuite, je pratiquais la voiture balai, Mmh. plan par plan. Et c'est là que je m'apercevais que, bon ben voilà, dans telle restauration, tiens, Bambi est partie, elle a commencé la scène en Apollo, puis là, elle est repartie en opéra, là, elle est revenue en Apollo, mais elle ne pouvait pas le savoir. Et pareil pour Kevin Monroe. Et ça, c'est la reconstruction. Et la reconstruction a eu lieu en basse définition, je dis bien, de environ octobre 2011 jusqu'à juillet 2012. J'ai fait un montage en basse définition d'une version qui, à ce moment-là, faisait aux alentours de 6h30. Mais Ouais. par exemple, pour Brienne, j'ai remonté la séquence, la bataille de Boule de Neige, etc. Pour le prologue de Brienne, j'ai utilisé jusqu'à 15 sources différentes. Incroyable. Voilà. Et c'est assez, une question, voilà, pour le coup, extrêmement néophyte. Vous vous basez sur quel, document de Gans au niveau du scénario pour pouvoir monter le film, le remonter, le reconstruire? Ah, bah écoutez, euh, vous avez une minute, je peux sortir de ma Ah chaise pour bah, vous je vous sortir en le prie. document. Allez-y, je vous en prie. Je l'ai ici. Tous mes illustres prédécesseurs avant moi n'avaient eu qu'une seule chose, c'était ça. C'est-à-dire le scénario du film de Gans, publié chez Plomb, mais attention, c'est pas une version littéraire. Je vais vous Comme, mettre en gros plan, comme ça on oui, voit aussi merci. le livre. Comme vous allez, d'ailleurs, d'ailleurs, il est dédicacé à Claude Lafaille, d'ailleurs. Ça, c'est son exemplaire. Mais à l'intérieur, vous voyez, ce n'est pas littéraire. Ce sont des séquences Oui. qui sont toutes numérotées. Et ça montre bien le désir de Gans et de l'impressionnisme français de hisser l'art cinématographique au niveau de la littérature. Mais ça, c'est un document qui ne nous dit en rien si ça a été respecté au tournage et encore plus au montage. Alors, il n'y avait que ça. Même Bambi Ballard, elle a travaillé qu'avec ça. Hein. Mais dans le fonds Gans, classé donc par Delphine Varin à la Cinémathèque française, nous avons trouvé ce que nous appelons le séquencier Epstein, c'est-à-dire le relevé établi par Abel Gans et Marie Epstein en 69-70 pour la production du Bonaparte et la Révolution. Ils ont recopié, d'après un document d'époque, l'ordonnance des séquences et leur métrage de la version Apollo, cette énorme version test de 9h30. Mmh. Donc ça nous a donné une bien plus grande précision. Et ensuite, ce qu'il m'a fallu faire, toujours auprès des archives de la Cinémathèque française, il m'a fallu faire des investigations afin de savoir qu'est-ce que Gans avait coupé dans cette projection test de Apollo pour arriver simplement à la grande version de 7 heures en novembre. Et ça, j'ai trouvé ce qu'il fallait en quelque sorte dans les archives de la Cinémathèque française. La chose, si vous préférez, qui a été la base de la découverte que j'ai faite grosso modo ici, c'est que jusqu'à présent, on pensait que la grande version, c'était la version courte avec des épisodes en plus. Alors qu'en fait, la grande version avait son négatif spécifique, qui était uniquement celui utilisé pour la projection Apollo. Mais on la retrouvera jamais cette version, ça finit. La version Apollo de Ah bah, elle n'a jamais complètement sorti. été exploitée. Ça a C'est été, ça. Mmh. je dirais pas que c'était un ours, non, on va pas dire ça comme ça, mais c'était une projection test.
Donc, on sait ce qu'il y avait dedans parce qu'on a le séquencier Einstein, mais c'est de toute manière pas celle qui a été projetée et voulue par Gans in fine. Oui, c'est ça. Et entre 2012 et 2021-22, est-ce qu'il y a eu d'autres incidents? Est-ce que vous avez, comment on dit, je vais le dire de manière plus drôle, est-ce qu'il y a eu, est-ce que il y a eu des moments où vous étiez en mode, comme on dit aujourd'hui, en mode Indiana Jones? Oui, entre 2011 et maintenant. Et oui, maintenant, exactement. Oui, oh ben là, oui, constamment, parce que on a, d'abord, je vous rappelle, en 2011, on n'a pas encore les éléments physiques internationaux, puisqu'on on a reçu la copie de Belgrade après avoir commencé la restauration, et c'est pour ça qu'on a commencé la restauration par Toulon, parce que dans Belgrade, il n'y avait pas Toulon. Donc, ça veut dire que pendant ces périodes-là, eh ben, on allait expertiser certaines fois des films sur place. Il fallait convaincre de le prêter, non pas que les gens soient de mauvaise volonté, mais tout cela est très lourd. Par exemple, la copie du Danemark, la copie de Copenhague, du DFI, on a dû l'attendre presque 4 ans parce que malheureusement, quand on s'est aperçu qu'ils avaient cette copie-là, enfin on le savait déjà, cette copie était déjà bloquée au laboratoire chez eux parce qu'elle était en train d'être scannée en 2K. Ah oui, Donc, et oui, tout ça, c'est une énorme mécanique, une sorte de mécanique d'horlogerie, et il faut que ça se synchronise. Donc, l'Indiana Jones, l'Indiana Jones, oui, je l'ai eu surtout pour une chose, c'est comment produire. J'allais y venir, j'allais vous poser la question. Et oui, comment mettre en production? Parce que il m'a fallu, bon, je les ai pas sous la main, mais je ne calcule pas le nombre d'études de faisabilité que j'ai dû rédiger. Comment faire en sorte que le cas Napoléon, qui est un cas hors norme, puisse être traité par une industrie qui est déjà normée, ou comment cette industrie pourrait se faire au cas Napoléon. Quand il y a eu aussi la reprise de Éclair, Épinay-sur-Seine, par Éclair Cinéma, qui était porte de Vanves, et puis ensuite en 2020, juste avant le confinement, la reprise de Éclair Cinéma par Éclair Classics, dirigée par David Epozzi, il a fallu à chaque fois faire des rapports d'étape. Donc, ça a été vraiment fluctuate, mais pas mergiture, mais ça a été très dur. C'est-à-dire comment pondre un processus de production pour que dans 20 ans, on n'y soit pas encore. Alors, la seule manière, très schématiquement, la seule manière que j'ai trouvée pour que je m'en sorte, c'est que si on avait attendu qu'une scène soit terminée pour commencer la suivante, c'est pas 5 ans qu'il nous aurait fallu pour faire la restauration, mais 10. Donc, comme je l'ai dit lors de la table ronde au CNC à Cannes, il a fallu faire un système en tuilage, en roulement. C'est-à-dire que grosso modo, chaque séquence avait une dizaine, très schématiquement, avait une dizaine d'étapes de restauration. Bien. Alors, dans ces cas-là, j'avais constamment 4 scènes qui étaient en travail, mais chacune a des étapes différentes. Donc, dans ma tête, il y avait 4 séquences qui n'étaient pas toutes au même, et bien entendu pas de la même difficulté, et donc pas non plus de la même, des mêmes péripéties. Donc la gestion de la production a été très rock'n'roll parce qu'elle était simultanée sur 4 séquences. Et c'est que comme ça qu'on a pu tenir au niveau du temps, des techniciens aussi, parce qu'il fallait s'assurer de leur fidélité et de la pérennité de leurs compétences, et aussi surtout financièrement. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Alors oui, j'oubliais ça, oui, le côté très rock'n'roll, ça a été de prévoir ce mode opératoire, ce qu'ils appellent le workflow, ce qui est ni plus ni moins la manière de comment qu'on fait, hein, et que ce soit adapté aux structures industrielles d'aujourd'hui. Et ça a été
pas évident et peut-être que j'ai bénéficié de ce côté-là de ma propre expérience de producteur quand j'étais réalisateur avant 2007. C'est indéniable parce il faut avoir les pieds sur terre. Faut pas rester la tête dans les rêves ou dans des chimères. Faut constamment avoir le pied dans la technique tout en essayant de garder la matière du film et son émotion à un certain moment qu'il va nous retourner. Ça Pardonnez-moi. n'a pas été un fleuve tranquille, hein. Bah, j'imagine très bien, mais pardonnez-moi cette question peut-être un petit peu vraiment vraiment cuisine interne, mais économiquement, c'est aussi c'est la question qu'on peut aussi se poser, c'est que enfin, c'est pas une question, mais on peut être, agréablement surpris que sur, toutes ces années, il y ait eu aussi un suivi financier, économique, que vous ayez pu, avec votre équipe, faire ce qui Oui, se alors, passe à Grasshoff. Mmh. il est évident qu'il y avait que la Cinémathèque française qui pouvait être au centre de toutes les problématiques et de les gérer au fur et à mesure. Mais enfin, quand même, jusqu'à janvier 2015, où Serge Toubiana annonce lors du festival Toute la mémoire du monde à la Cinémathèque française, jusqu'à janvier 2015, nous sommes, et je suis aussi, dans la plus totale incertitude et illisibilité professionnelle. Ce n'est qu'en 2015 que la restauration est décidée, nous dirons. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle ne va vraiment commencer d'une manière effective et réellement qu'en 2017. Donc, ça a été personnellement très très difficile parce que d'abord, je ne pouvais lancer aucun projet personnel. J'avais une illisibilité constante et puis, comment dire, même si certaines fois le projet s'est arrêté parce qu'il y avait des dissensions ou alors il y avait des décisions difficiles à prendre du côté de la Cinémathèque, comme quand même restaurer le Napoléon d'Abel Gance, c'est comme si on vous demande de parcourir un 400 mètres départ arrêté en 23 secondes, vous êtes obligé de garder un entraînement. Donc moi, je continuais mes recherches, je continuais mes travaux, en attendant que certaines fois les choses repartent. Ça a été très très difficile. Je parle pour ma propre personne. Ça a été très très difficile de 2008 jusqu'à 2015. Ça a été les 8 années professionnellement les plus terribles de ma vie, tout en étant les plus peut-être passionnantes, mais avec une précarité qui était terrible. Ensuite, à partir de 2017, les choses s'étant plus normalisées, l'arrivée de Frédéric Bonneau, là, je suis rentré à la Cinémathèque française et j'étais dans un cadre normal, nous dirons, et là, j'ai pu consacrer toute mon énergie à vraiment ce travail complet en ayant un cadre beaucoup plus sécurisé et pérenne. Et je remercie Frédéric Bonneau d'avoir, ça a été une des premières choses qu'il a faites, c'est-à-dire qu'il a rendu tout ça rassurant. J'ai compris. Bah, là, il est cohérent que je vous pose aussi cette question, c'est que tout est fini, le travail est fait, ça a pris 14 ans de votre vie. Oui. Enfin, on peut pas concevoir l'après, enfin, il peut pas ne pas y avoir de répercussions sur votre travail ensuite de cinéaste, producteur, c'est pas possible, c'est pas possible. Bien Donc sûr. comment vous vivez ça aussi? Alors, il y a 2 choses. La première, c'est que j'écris un livre sur la restauration, mais je réalise un documentaire sur la restauration du film. Bon, ça va être ma grande rentrée en tant que réalisateur, si vous préférez, c'est-à-dire que je m'y remets dessus. Bon. Ensuite, il faut rester très humble. Alors, bien entendu, je suis demandé pour différentes conférences que j'avais déjà commencé à faire en France et à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Je suis considéré comme, c'est normal, le spécialiste de cette restauration, puisque j'ai eu la chance que de grandes institutions, suivies eux-mêmes par des soutiens publics et des mécènes, ont pu m'accompagner derrière moi, parce que sinon, j'aurais rien pu faire. Ensuite, il faut être humble. Il faut tout simplement voir ce qui va repousser. Qu'est-ce qui va surgir? Qu'est-ce qui va venir? Un petit peu comme du temps où j'étais réalisateur, où je me disais, ah,
Ah, le prochain documentaire, ça va être ça parce que je vois la scène. Mmh. Et ça c'est pas une stratégie de carrière, vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai aussi déjà fait de l'enseignement par le passé. J'ai donné des cours de cinéma, de comment travailler Cassavetes, comment travailler Renoir, comment travailler René Clair, et cetera. Donc, je pourrais toujours et je devrais d'ailleurs transmettre ce savoir qui m'a été donné. Mais, pour ce qui est de l'avenir, il faut aussi, au niveau personnel, être attentif à ce que ça va, qu'est-ce qui va repousser? Peut-être quelque chose de complètement différent. Mais ce, ce que j'ai voulu et que finalement a été, je pense, réussi, c'est que je ne pense pas avoir été prisonnier de l'œuvre de Gans. Je ne pense pas avoir été enfermé, sclérosé, cristallisé, atteint. Voilà. J'ai peut-être été doué pour le Napoléon de Gans, mais doué, ça veut peut-être aussi dire atteint. Mmh. Je ne crois pas. Je pense que j'ai pu garder parce que j'avais toute une équipe autour de moi. Ça a été d'ailleurs la seule condition que j'ai posée à la Cinémathèque française en 2007 quand on m'a contacté. J'avais vu les dégâts sur Bambi Ballard que faisait le fait de travailler seul devant un film pareil. Dans mes conférences aux États-Unis, j'avais l'habitude de faire le jeu de mots suivant, alors que je parle très mal anglais. Don't forget that this masterpiece is also a monsterpiece. Et comme j'avais vu Bambi faire un travail remarquable, mais seul, travailler sans relâche, mais aussi sans protection, j'ai pu avoir une équipe autour de moi. Ensuite, humainement, j'étais protégé par ces deux amitiés dont je vous parlais, Clarisse Gans et Claude Lafaille. Donc, je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Et maintenant, reste à savoir ce qui, de moi petit Georges Mourier par rapport au grand Abel Gans, n'est-ce pas, ce qui va tout simplement refleurir. Comment ça va reparaître? Si demain on vous propose, extraordinairement, exceptionnellement, on a retrouvé des bobines du film Les Rapaces d'Eric von Stroheim et on vous demande, de repartir à l'aventure, est-ce que c'est quelque chose pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors cette fois-ci, dès le début avec une structure. Cette fois-ci, directement avec un cadre de production structuré. Parce que il faut bien savoir une chose, c'est que toutes ces décisions ont été difficiles à prendre par la Cinémathèque française parce que la problématique est restée la même qu'en 83. La Cinémathèque française a pour mission de conserver et de diffuser les films du patrimoine, mais dans le cas du Napoléon, elle est aussi propriétaire, l'ayant droit du Napoléon. Mmh. Donc, est-ce que il y avait toujours un débat, est-ce que c'est le rôle de la Cinémathèque française d'exploiter un film? Donc, c'était pas très, très simple. Au point de vue juridique aussi, et cetera. Non, non, je pourrais très bien, d'ailleurs, j'ai travaillé à d'autres films, Mmh. comme La Roue d'Abel Gans ou Paradis perdu aussi d'Abel Gans, toujours pour la Fondation Pathé. Il se peut très bien qu'on me demande pour un autre film, il y a pas de problème. Mais cette fois-ci, dans un cadre structuré. Alors, je rappelle, l'ouvrage collectif édité, éditions La Table Ronde, Napoléon vu par Abel Gans. D'ailleurs, vous avez dans le Oui. descriptif de la vidéo toutes les informations si vous voulez vous procurer ce livre. Je rappelle aussi et je remercie Georges, de m'avoir fait parvenir 3 liens. Le 1er, vous trouvez tout ça dans le descriptif de la vidéo. Le 1er, c'est à la Cinémathèque française, une conférence en janvier 2015. Je vous cite les péripéties du film et les grandes lignes de l'expertise. Ensuite, il y a, alors je crois que c'est en mars 2018, si je me trompe pas, Oui, c'est le 7 mars. voilà, les différences entre les versions Apollo et Opéra. Et puis il y a le 3e lien, c'est une espèce de best-of de Mmh. votre conférence au Silent Film Festival de San Francisco en 2016 et c'est sous-titré en français. Je parle au nom de celles et ceux comme moi qui ne sont pas du tout anglophones. Donc c'est un grand merci et puis surtout, il y a le film et le film, vous pouvez, le voir, à partir du 6 au 21 juillet
à la Cinémathèque. Je crois, si je ne me trompe pas, ça sera tous les week-ends. Il y a projection avec intertitre français et projection avec intertitre en anglais, si je ne me trompe Alors, pas. les intertitres seront les mêmes, mais le samedi, c'est normal, OK, en français. En Et français. le dimanche, il y aura un sous-titrage des intertitres en anglais. Et à titre indicatif, là, ça vient de sortir, je présenterai les séances du 6 et du 14 juillet. D'accord. Et là, par contre, il faut venir avec sa tente et son but à gaz, hein, c'est-à-dire que le samedi, c'est les 7 heures de film, hein. Voilà. C'est les 7 heures de film. J'allais vous une confirmation parce que j'ai lu quelque part cette information et je ne sais pas si elle est je crois qu'elle est vraie. Le film sera aussi présent enfin, il sera diffusé sur Netflix? Alors, il va d'abord être diffusé, il sort le 7 juillet dans les salles Pathé, Voilà. en salle Ça, de c'est cinéma. Ensuite, il sera, alors, pour la Cinémathèque française, c'est les 3 week-ends de juillet, jusqu'à avant l'ouverture des Jeux olympiques. À partir du 7 juillet, c'est dans les salles Pathé. Et ensuite, ça va être projeté en plusieurs soirées vraisemblablement événementielles sur France Télévisions, et ce n'est qu'après que ça sera ensuite diffusé sur Netflix, qui a été d'ailleurs grand mécène de la restauration. Ce qui veut dire tout simplement que là, pour le coup, et je parle aux spectatrices et spectateurs, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il ne faut pas dire on ne savait pas. Il y a, voilà, et c'est vraiment un événement. C'est vraiment un événement cinématographique. Vous êtes fermé. Voilà, vous êtes cerné. Merci beaucoup, Georges Mourier, d'avoir pris vraiment le temps de répondre parfois à des questions de néophytes, mais voilà, c'est un secteur que je ne connais pas et je suis curieux. Et puis voilà, d'avoir pris aussi le temps de revenir sur toute cette sur ces 14 années. C'était vraiment un plaisir. Et puis à très vite, comme on dit. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup aussi de vos questions et de votre curiosité ardente. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3